Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Talks. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour notre 4e épisode centré sur les neurosciences. C'est pourquoi nous recevons Nabil Alouani, consultant en gestion de projets informatiques, pour nous partager ses connaissances sur la façon dont le cerveau joue avec notre attention. Je vous laisse donc avec son intervention et l'échange que nous avons pu avoir à la suite de celui-ci. Bonne écoute. Je m'appelle Nabil, comment dire? J'écris beaucoup, en fait, j'écris, pas mal d'articles et du coup, quand on écrit, on fait pas mal de recherches et les domaines qui m'intéressent, c'est, psychologie, cerveau, neurosciences, entre autres. J'écris un peu, aussi autour de de tout ce qui est productivité et de domaine du travail, que ce soit business, marketing et cetera. Je vais vous raconter quelques petites histoires autour de notre attention, en fait, heu, parce que, qu'il y a beaucoup d'éléments de notre attention qu'on ne contrôle pas. On fait attention à beaucoup de choses, d'une façon inconsciente. Si récemment vous avez, vous avez acheté un téléphone, il y a des chances que vous ayez vu ce téléphone un peu partout. En fait, ça, c'est votre cerveau qui règle votre attention pour, heu, comment dire? Pour, repérer, voilà, des de petits éléments d'information. En fait, là, l'idée, c'est de prendre cette propriété-là et d'utiliser d'une façon, comment dire? Intentionnelle. Enfin, être, c'est comme si vous contrôliez, en fait, votre attention. Heu, Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi ça peut vous intéresser? Parce que tout simplement, si vous enfin, le monde d'aujourd'hui, il est fait d'informations et que ça soit des opportunités, des idées, des endroits à prendre en photo ou alors, des solutions à apporter au travail. C'est intéressant de spotter, si je peux me permettre, des informations pertinentes et c'est pour ça que j'ai fait le talk. And now is the time where I switch to English. So yeah, I'm sorry there won't be any subtitles here. I know that you're used to getting subtitles when you're listening to maybe English talks. So yeah, since that you got the main idea of the talk, which is called the invisible T-shirt, obviously, it's not about the T-shirts. It's actually about the fact that some things are invisible to our attention, and the second part of the talk is how can we change that. So let's start with a quick question, which is, did it happen to you that you found yourself in your room, at the office, somewhere, looking for something that you know to be out there right in front of you, but you can't see it, you can't find it? It could be headphones, could be laptop, could be notebook, pen, could be anything, right? Yeah. So take 2 seconds, think of something, and let me share mine. Mine has always been a t-shirt. It has been happening since I was a kid and still happens now, especially when I go to visit my parents on vacation. Somehow, every time I go back to my parents' house, I re-become the kid that I once were, right? So the last time it happened, it was 2 year BC, before Corona. So there I was in my parents' house. I was getting ready. I was almost ready, except for my T-shirt. I was looking for my favorite T-shirt, which is a black T-shirt with a Dragon Ball character on it, and they couldn't find it. I knew my friends were waiting. I was getting late, so I did what I do best, which was, "Mom, did you see my black T-shirt with Vegeta on it?" So my mother has no idea who Vegeta is. Yet she comes in, scans the room, instantly found the T-shirt. Off she goes, stay in awe, and I go to meet with my friends. And that wasn't the only interesting thing that happened that night, because later on, as I met with my friends, we are talking about business opportunities. At the time, my friends were trying to launch a new business, and they were looking for profitable business opportunities. So we started to talk about Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp,
SpaceX, Tesla, all the successful companies. And we came into a pretty interesting conclusion, which was these CEOs, what they had in common is that they saw an invisible opportunity to everyone else and they seized it. And the second part of the conclusion was opportunities are all over the place. All we have to do is to see them, just like the t-shirt. Now, when you think of it, whether it's a t-shirt or an opportunity, it's actually the same thing for your brain. It's information. And it turns out our brains have a limited capacity to process information. That's why we talk about selective attention, right? So we wake up in the morning, you have your phone, you have text messages, you have social media, Facebook, Instagram, etc. You have people you talk with, conversations, you have ads on the street, you have information everywhere, right? And your brain has a limited capacity. So what it does is it cuts some parts of this information and basically it filters them out. The mechanism that does that in the brain is called the reticular activating system. I promise you, this is the only scientific term I'm using tonight. And to understand what's the reticular activating system, imagine that your attention is a nightclub, right? What's in the front of every nightclub? Exactly, the nightclub security guy. The person who decides who goes in and who doesn't, usually based on your shoes, right? Now, the reticular activating system is the nightclub security guy of your attention, basically. And the only difference between the reticular activating system and the nightclub security guy is you can actually negotiate with your reticular activating system, even though it's a part of your subconscious mind. Now, you could ask me, okay, how do I do that? How do I negotiate with my subconscious mind, actually, to select which kind of information I want to pay attention to unconsciously again, right? So to that, I will answer that question with another question, which is, how do you negotiate with anyone, actually? Usually, that involves two things. The first one, you have to speak the same language as the person. I mean, good luck convincing somebody of something if you don't speak the same language, right? That's what I'm trying to do right now, but well. Second is you have to be convincing. So you have to make your proposition interesting for your counterpart. So for instance, if you want to convince me to work together or whatever, you have a higher chance of me accepting if you invite me over pizza, because I'm interested in pizza. I like to eat pizza. So yeah, your proposition would be more interesting in that regard, right? So two things, you have to speak the same language and you have to be convincing. Now, we apply the same thing with the subconscious mind, and then two new questions rise, right, to the surface, which are, which language does your subconscious mind speaks, and what's your subconscious mind is interested in? So both questions are answered with one word, by the way. The first one is what language does your subconscious mind speaks? It's goals. Okay, so what does this mean, actually? It means that if you want to see a specific kind of information, I mean, detect it from all the millions of bits of information out there, you have to tie it to a goal, right? So for instance, if you want to see nice spots to take a picture of them and post them on social media, if you want to have ideas to write about or to speak about, if you want to see business opportunities, you have to tie that information with the goal. So for instance, for the pictures, you could say, okay, I want to post 3 pictures per week. That's a goal. Or become a photographer, amateur, or something like that. And if you want to see business opportunities, you go like, okay, I would like to launch a food business in 6 months. Yeah, I love food, that's why. And if you want to have ideas, you go like, okay, that's what I do actually. I chose a goal, which is publish 3 articles per week, for instance, right? So why did this work actually? Okay, so the goal thing is interesting, but why goals, right? Because actually goals are embodied in the human behavior. We're constantly moving from point A to point B,
setting and achieving goals. You wake up in the morning, you go to the bathroom. That's goal one. From the bathroom, you go to the kitchen, you grab coffee, tea, breakfast, whatever. That's goal two. From there to your room. Three, you dress up. Four, and the list goes on. It's constantly goals you set and achieve them. So that's something that your subconscious mind understands, and that's the language that your subconscious mind speaks, your reticular activating system. Remember the nightclub security guy, right? So now we have the language, which is goal. We take the information, we tie it to a goal. Now we need to make this goal interesting for your subconscious mind. How do you do that? You ask another questions. We're asking a lot of questions tonight. So your subconscious mind, what's your subconscious mind is interested in? And the answer to that would be one word: survival, right? The top priority for your subconscious mind is to keep you alive, actually. And okay, how is this useful? Right. So this is useful because part of your survival instincts is to preserve your self-image, who you are, basically. And if you take an action and you repeat it every day, it becomes a part of who you are. Okay, so that goes into the part that your brain, your subconscious mind, strives to protect and preserve. So for instance, if you take pictures every day, your subconscious mind would pay attention to taking pictures because it's a part of who you are. Now you get the idea, right? You're like, okay, what I have to do is like to repeat the same thing, that same goal every day. And then my subconscious mind would understand that it's important for survival, okay? But there's a problem here. You can't always work immediately on your goals, right? Now another element comes in, which is very useful. This is very important, which is your subconscious mind actually doesn't make a difference between an imagined experience and a real life experience, which means that if you imagine yourself taking pictures for 5 minutes, your subconscious mind would think that that's what's happening actually. So if you do it every day for 5 minutes, 10 minutes, whatever, what happens is your subconscious mind goes like, oh, taking pictures is actually part of who I am. So I should probably pay attention to that. And then your subconscious mind calls your reticular activating system and say, hey, nightclub security guy, could you please let this kind of information get in? So if you see a nice place or, I don't know, a nice street, monument, wherever, please pay attention to that because we need to take nice pictures because that's who we are, right? And the same pattern applies to everything: business, writing, everything. Okay, so now there's a question that does this actually like now you might be wondering if this actually works. And to answer that, I'd like to say that that's how I made it here. Actually, that's how I'm speaking to you tonight. My English first. English is my third language, and I've never done official public speaking events like this one. But I spent several months imagining myself just making speech, like giving speech on stage in front of people, now on video. And yeah, I've done that for a couple of months. And then one day I was in the subway, I heading to the gym. This also was BC, so before Corona. And I was scrolling through LinkedIn. And then I stopped. It wasn't really a conscious reaction. I just stopped. And then I saw TEDx STP page. So I was like, wait a minute, these guys are organizing speaking events. Since I want to be a speaker, maybe it would be interesting to just add them, right? So I did. And then put my phone in my pocket. Life goes on. 20 minutes later, I head to the gym. Before I get there, I took out my phone to put some music on to get ready to work out. Then I saw 2 notifications, one of which was TEDx telling me, oh, hi, nice to connect with you. So I smiled, put my phone in my pocket, moved forward exactly 2 steps. I froze, took my phone again, and I noticed something. These guys are active, which means if I reply to them, they could read the message, right? And maybe even reply. So
what I did is I typed a message saying, hey, if you're looking for a speaker with interest in psychology, the brain, or science, even productivity and business, let me know. And here I am. What happened is I saw two invisible t-shirts. The first one was the profile of the TEDx talk, and the second one was the message, right? So now before we end this talk, I would like you to remember three things, right? The first one is you don't fully control your attention. Many of the things that you pay attention to unconsciously. Two, the most important one, you can change that. You can change that by first selecting the kind of information that you want to see more and detect more, whether it's opportunities or other types of information, and then tie it to a goal, a specific goal. And then what you do is you imagine yourself working on that goal every day for 5 or 10 minutes. Could be while commuting, before sleep, whatever. Just imagine yourself working towards that goal. What would be better is to actually work with intention on that goal. But I know that, yeah, we can't always start our goals right away. That's why I did the speech, actually. Yeah, so basically, when you do that, you start to see the invisible t-shirts, you start to see previously invisible information, and then information is transformed to knowledge and opportunities, and then it can move you forward, right? Third and last, thank you very much for listening. Et comme à chaque épisode, l'intervention est suivie d'un débat avec le public présent lors de l'enregistrement. Je vous laisse donc avec les questions que nous avons échangées avec Nabil Alouani. Question un peu de présentation. Comment as-tu décidé de t'intéresser au fonctionnement de nos comportements, à cette étude de nos comportements et comment nos cerveaux pouvaient regarder d'une manière ou d'une autre les opportunités qui nous entourent? À partir de quand as-tu décidé de t'intéresser à ça? Alors, en fait, enfin, quand tu as posé ta question, le flash, l'image que j'ai eue en tête, c'était le RERB. J'étais dans le RERB et en fait, tous les matins, j'essaie d'écouter que ce soit des TED Talks ou des conférences. Alors, à un moment, il y avait un monsieur qui s'appelle Tom Bilyeu, je crois, si je me souviens bien, qui lui a commencé à expliquer comment le système d'activation réticulaire, j'espère que je ne suis pas en train de massacrer l'appellation en français, mais en gros, il a expliqué comment dire, en fonction de nos intérêts, les informations qu'on voit, elles sont différentes. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis intéressé par des voitures, je vais, par un certain modèle, on va dire, je suis intéressé par les Tesla. Ce qui se passe, c'est que inconsciemment, bah, dès que je vois une Tesla, mon système d'activation réticulaire, c'est comme une petite alarme, en fait, qui détecte l'information. Il me dit, Nabil, regarde, il y a une Tesla là-bas. Et en fait, ça, c'est un mécanisme subconscient. Donc, avant, c'était plus pour détecter le danger, si tu veux, ou alors les fruits. Donc, je parle il y a très longtemps, hein. Donc, quand les humains vivaient dans la forêt, etc., bah, en fait, ils faisaient attention à deux choses, les dangers et la nourriture. Et du coup, ça a commencé, ça s'est développé comme ça. C'est-à-dire que inconsciemment, ce qui nous intéresse, bah, fait une sorte de régulateur de notre attention. Et avant, bah, c'était les lions, c'était les tigres, c'était les monstres, quoi, de la forêt et la nourriture. Et du coup, bah, l'humain, il a évolué pour détecter certaines choses. Et en fait, aujourd'hui, du coup, comme l'environnement bouge et notre biologie n'a pas beaucoup bougé pendant les 10 000 dernières années, ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, les mêmes mécanismes s'adaptent. Donc là, on a le système d'activation réticulaire qui, lui, est devenu adapté à nos objectifs d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que des fois, je sais pas, tu vas tu regardes un tableau et tu vois pas la même chose qu'une autre personne. Ou alors, tu es dans la rue, bah, tu détectes quelque chose que tes amis ne voient pas. Ou alors, dans un film, tu vois un détail, l'autre personne ne voit pas. Ça, c'est parce que bah, tes intérêts sont différents. Et que du coup, en fait, en gros, là, je suis rentré dans les détails de comment le système d'activation réticulaire marche, mais tout ça pour dire que, en gros, il n'y a pas eu
il n'y a pas eu un seul, enfin, comment dire? Un trigger, un seul élément déclencheur qui a fait que, bah, je me suis intéressé à notre attention, que ce soit sélective ou autre. Bah, c'est plusieurs éléments, en fait. Je vois ça bah, que ce soit en étudiant l'évolution du cerveau, en étudiant la psychologie, la façon avec laquelle on consomme l'information aussi. En gros, c'est ces petites pièces-là qui m'ont fait, comment dire? Heu, enfin, ce qui a fait que Prendre je me suis intéressé particulièrement au système d'activation réticulaire et du coup, après ça, bah, je commençais à l'adapter à quelque chose d'utile, quoi. Comment on peut tourner ça, enfin la les informations que j'ai trouvées en un outil. par rapport à ce système d'activation réticulaire, tu le disais, c'est un héritage du passé, c'est un héritage de la période, préhistorique, Ouais, de l'homme, des comportements de l'homme, à la préhistoire, et une réponse aux sollicitations qu'il pouvait avoir dans son environnement à cette époque-là. Aujourd'hui, on a toujours ce même système, d'activation réticulaire, mais on est stimulé par beaucoup plus de choses, dans nos quotidiens, notamment avec, nos téléphones portables, avec, tout ce qu'on peut avoir dans la rue. J'avais déjà vu une vidéo qui disait que, c'est comme si c'est un peu notre système d'activation réticulaire, par exemple, c'est comme si on était dans une rue de campagne à la préhistoire où on n'a pas beaucoup d'informations et une autre rue et un peu après, donc actuellement, on est sur Times Square avec des tonnes d'informations, comme ça. Et toi, est-ce que tu penses que justement, ça change nos comportements, ce changement de sollicitation, cette augmentation des sollicitations avec le même système d'activation réticulaire? tout à fait. En fait, ça nous rend addicts, en gros. C'est, bah, si tu veux, il n'y a pas que le RAS, enfin, il n'y a pas que le système d'activation réticulaire, il y a tout un mécanisme de stimulation et d'analyse d'informations. Enfin, en gros, je pense qu'on parle beaucoup de dopamine aujourd'hui quand on parle de réseaux sociaux, par exemple. C'est quand on rafraîchit toutes les 2 secondes, c'est pour avoir quelque chose de nouveau. Ça, c'est un dopamine rush, ça s'appelle. En gros, télé et cetera, enfin, tout type d'informations qui nous entourent, bah, on n'est pas, enfin, nos cerveaux, ils sont pas faits pour, ce genre de milliards de stimulations qu'il y a autour de nous, en fait. Et du coup, ça crée une addiction à la stimulation. Parce que le cerveau, il s'adapte. Enfin, en gros, le cerveau humain, il ne fait que ça, il ne fait que s'adapter. Enfin, il y a une propriété qui s'appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on fait tous les jours, la structure même du cerveau, elle change. C'est comme si je te disais, bah, tu télécharges une application sur ton téléphone et en fait, tu as une caméra qui pousse derrière. Le cerveau, il marche comme ça. C'est-à-dire que les pensées et notre comportement modifient le hardware, modifie la structure du cerveau. Et que du coup, bah, si on stimule le cerveau non-stop tous les jours, ce qui se passe, c'est que bah, il va s'adapter, mais enfin, l'adaptation, elle est limitée, quoi. Enfin, ça prend normalement des millions d'années pour avoir un changement, comment dire, mesurable. Mais là, ce que le cerveau fait, c'est qu'il s'adapte comme il peut, et après, il atteint un seuil. Il ne peut pas aller au-delà de ce seuil-là. Et du coup, bah, il se retrouve saturé. En gros, c'est pour ça que bah, on est accro à nos téléphones, parce qu'on veut de la dopamine et on a atteint un seuil où bah, on ne sait pas quoi faire d'autre, en fait, que ça, que aller chercher l'information sur les réseaux sociaux, etc. Et que bah, du coup, là, je vous donne le problème qui est, bon, vous êtes tout le temps en recherche de dopamine, de nouvelles informations, etc. Donc, du coup, bah, enfin, il devient difficile de se concentrer pendant un long moment. Enfin, quand on est en cours, quand on m'écoute là en train de parler, il y en a plein qui, enfin, regardent en même temps leur téléphone, on rafraîchit l'arrière-plan. Bah, c'est parce que nos cerveaux se sont habitués à ce rafraîchissement instantané d'informations, à des petites doses de dopamine. Donc là, c'est le problème, entre parenthèses, ce qui fait que bah, on n'arrive pas à se concentrer, enfin, on commence quelque chose, après on fait autre chose, après on revient, on a oublié ce qu'on a fait, donc on recommence, on perd du temps.
Là, bah, enfin, il y a plus que ça, hein. Il y a le fait que, bah, comment dire? Quand on n'arrive pas à se concentrer, bah, on n'arrive pas à réfléchir non plus. Enfin, il y a beaucoup de problèmes. Mais, du coup, bah, ça, c'est la partie problème. La partie solution, j'avais lu dans un bouquin super intéressant qui s'appelle Hyperfocus. Je mettrai le nom après si enfin, quelqu'un est intéressé. C'est un bouquin à lire celui-là. En gros, le bouquin il dit que, bah, comme on s'est habitué à être surstimulé, bah, on n'arrive plus à se concentrer et du coup, pour se concentrer, il faut réduire les stimulations. Donc, c'est du bon sens, hein. C'est-à-dire qu'on bosse sur quelque chose, bah, on laisse le téléphone ailleurs et cetera. Bon là, ça a l'air d'être, le truc que tout le monde dit, mais en fait, le truc, c'est que personne fait. C'est devenu tellement un cliché et nous, quand on écoute la même chose plusieurs fois, bah, on a l'impression que, bah, c'est acquis et qu'il y a pas besoin de le faire, quoi. Enfin, mais on le fait pas du coup et ça, c'est un problème pour l'attention. On n'arrive pas à garder notre attention parce qu'on cherche la stimulation sans cesse. Une question d'ordre un peu plus linguistique, du coup, parce que tu as pris le choix de faire donc ton talk en anglais. Et du Yep. coup, je voudrais savoir pourquoi ce choix déjà, parce que tu es la seule personne parmi les 8 speakers qui l'a fait, donc c'est courageux. Pourquoi ce choix et quel est ton rapport par rapport à la langue anglaise, sachant qu'on vit dans un monde où on emploie énormément de mots anglais, surtout les plus jeunes aujourd'hui. On Mmh. a énormément de mots, surtout dans les milieux techniques, dans les milieux scientifiques, au niveau des médias également, on emploie énormément de mots anglais. Quel est ton rapport par rapport à ça? Est-ce que tu ne penses pas qu'on dénature petit à petit la langue française? Donc, c'est deux questions en une. La première, pourquoi ce choix? Et la deuxième, quel est ton rapport à la langue anglaise dans le monde auquel on vit? Parce qu'en fait, ce que tu poses comme question, c'est quelque chose que j'ai vécu, parce que moi j'ai grandi en Tunisie, donc en fait, ma langue maternelle, c'est l'arabe. Ensuite, j'ai appris le français, donc comme on apprend l'anglais, ici en France et après, bah, j'ai appris l'anglais. Mais, en gros, alors, en fait, je vais faire une analogie entre l'arabe français en Tunisie, que je revois un petit peu, que je revis un petit peu avec, français-anglais aujourd'hui. Est-ce que, alors, en fait, enfin, après je peux pas enfin, j'ai pas assez de compétences, je pense, pour te donner une réponse, exacte, mais je pense que c'est, fortement lié aux sources d'information. En tout cas, ça a été mon expérience personnelle. Donc moi, quand, on commence l'école, donc on apprend l'arabe, on apprend tout en arabe et après, à un moment, on commence à apprendre en français, on se rend compte que, bah, il y a enfin, les sources françaises sont beaucoup plus accessibles et avancées que les sources qu'on a. C'est que ça soit sur internet, l'infrastructure et cetera. C'est plus simple d'aller taper quelque chose sur Google et trouver un résultat en français que de trouver un résultat en arabe. Alors, ça change, hein, mais je parle il y a 10-15 ans, quoi. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, bah, si on prend la neuroscience, par exemple, ou la psychologie et cetera, bah, on trouve du contenu en français effectivement. Mais en fait, c'est moins enfin, il y a c'est pas que c'est moins accessible, mais pour moi, en tout cas, quand je cherche des références, les bouquins qui sortent, c'est souvent des bouquins en anglais et bah, mon expérience personnelle m'a appris que quand on traduit quelque chose, on perd un petit peu d'informations. C'est des pros qui font ça, enfin, je suis pas en train de remettre en question les traductions, pas du tout, hein. C'est juste que, bah, étant quelqu'un qui parle 3 langues, je sais que, bah, je réfléchis différemment dans les 3 langues. Donc du coup, si je veux aller dans la tête de la personne qui a fait le bouquin, qui a eu la pensée, qui a fait des études derrière et les recherches, pour moi, bah, la source primaire, bah, c'est la langue maternelle de la personne. Et que du coup, ça c'est super intéressant aussi. C'est un autre sujet, c'est quand on parle plusieurs langues, on réfléchit, bah, en plusieurs langues en fait. C'est ça que moi je vois ça comme un costume qu'on enfile. Là, je parle en français, bah, en fait, j'ai enfilé le costume d'une habile francophone. Quand je parle en anglais, bah, enfin, c'est pas le même vocabulaire que j'utilise, pas la même intonation. Des fois même, enfin, j'ai eu des retours qui me disent la voix change. Et avec d'autres personnes qui sont trilingues, etc., j'ai eu pas les mêmes sentiments. Enfin, j'ai eu la même impression avec eux. Et je pense que justement, c'est très intéressant, la question que tu as posée, Grégoire. Je pense que, en fait, ça dépend du domaine, ça dépend d'informations, ça dépend de l'accès. Enfin,
Ça dépend vraiment de l'infrastructure, info pour moi, internet du coup. C'est ça qui fait que, effectivement j'ai fait 3 ans de consulting avec des grandes entreprises et en fait, le jargon consultant il y a beaucoup de mots en anglais, dedans, quoi. C'est parce que justement les personnes qui, hem, comment dire? Diffusent des concepts, des idées, des process, bah, elles les diffusent en anglais parce qu'aujourd'hui c'est une langue internationale et cetera et que du coup, bah, ça devient plus accessible et que, bah, les moteurs de recherche, bah, c'est la Silicon Valley et cetera et donc, bah, c'est normal, c'est logique que ça soit eux qui permettent, bah, de distribuer les informations. Et du coup, là-dessus, oui, effectivement, comme même rien qu'aujourd'hui, j'ai lu 3 articles en français, bah, il y avait des mots dans l'anglais dedans. Parce que justement, bah, les liens de référence étaient en anglais. Et je Ok, pense que c'est voilà, donc pour toi, c'est la convergence des sources anglaises et l'accès à l'information à des données qui sont uniquement anglaises qui t'ont poussé à faire ce talk en anglais, c'est ça? exactement. Et puis même, bah, en fait, c'est une expérience personnelle. J'ai écrit en anglais aussi parce que en gros, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est cerveau, psychologie et cetera, comportement, bah, les sources étaient en anglais et du coup, bah, c'est là où je commençais à, bah, prendre des notes en anglais, à réfléchir en anglais, à pratiquer l'anglais aussi parce que j'aimais bien et puis à écrire en anglais et là, bah, je fais des interventions en anglais. En gros, il faut voir le cerveau comme un énorme puzzle, mais pas, compact. C'est-à-dire entre les pièces de puzzle, il y a des petits, fils qui tient tout le puzzle ensemble. Bah, tout le puzzle, ça fait votre, ouais, conscience, on va dire, bah, la façon avec laquelle vous réfléchissez. Et ben, en fait, les idées que vous avez, les choses que vous apprenez, bah, c'est des petites pièces du puzzle qui sont liées par des liens et ces liens-là, c'est de la neuroplasticité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si, si je cherche la traduction d'un mot, tout à l'heure j'ai dit, trigger et après j'ai dit élément déclencheur, bah, en fait j'ai 2 petites cellules dans mon cerveau qui ont envoyé un signal électrique d'une cellule à une autre, qui a dit: «Ah attention, en anglais c'est ça, en français c'est ça» et en gros ça garde, c'est comme un sport pour le cerveau et ça permet de garder le cerveau bien actif, quoi et du coup, c'est super intéressant effectivement d'apprendre une nouvelle langue et puis l'anglais, ça devient de plus en plus populaire. Est-ce qu'on peut revenir en arrière par rapport à cette addiction? Ce que tu disais tout à l'heure, au rapport à l'hyperstimulation qu'on a et qu'on se crée des addictions pour répondre à cette hyperstimulation. Est-ce qu'on peut retourner en arrière? C'est comme, prendre du café avec, du sucre, en fait. Quand on s'habitue à prendre du café avec du sucre, bah, en fait, dès qu'on diminue un peu la dose du sucre, je sais pas si vous aviez eu cette expérience où vous prenez une gorgée avec un café qui il y a 0 sucre dedans, bah, en fait, vous avez l'impression que, bah, c'est imbuvable, quoi et en fait, inversement, la personne qui boit du café, sans sucre, bah, elle, quand elle prend une gorgée d'un café sucré, bah, elle va trouver ça immonde et en gros, le cerveau, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que le sucre, c'est un peu la stimulation et en gros, bah, le sucre, donc c'est tout ce qui c'est addictif, même biologiquement, c'est addictif. D'ailleurs, il y a une expérience marrante qui a été faite, vous pouvez trouver ça sur internet, ils ont mis des rats dans une cage et puis dans plusieurs cages et en fait, ils leur ont donné, de l'héroïne, sucre et une autre drogue, je me souviens plus et en fait, ils ont rendu, le même rat, je crois, addict aux 3 drogues et et ce qui s'est passé, c'est que après un certain moment, ils ont mis 3 comment dire? 3 petits tas de poudre, blanche et en fait, il est allé manger que du sucre. Il a fait que ça. Il y avait de l'héroïne, il allait vers l'héroïne et l'autre drogue que lorsqu'il y avait plus de sucre et en fait, ils disent que le sucre, il est aussi addictif que les autres drogues, quoi et en gros, bah, ça, c'est un autre sujet encore, je pars sur un autre sujet, mais vraiment la dopamine et le sucre, bah, c'est à peu près la même chose. Ça nous rend addict en fait, on en veut toujours plus et la dopamine,
ce qui se passe, c'est que c'est un sentiment positif. Enfin, c'est une petite dose de, hum, une petite dose de, cherche le mot en français. C'est une petite dose de, c'est une Tu peux dire, substance, on va oui. dire, sécrétée par le cerveau. Et en fait, elle est sécrétée normalement par petites doses. C'est quand on voit un fruit, enfin, je reviens toujours à la préhistoire. Hein. Quand on voit un fruit, on est super excité, on veut aller le manger parce que il y a que ça et qu'on a super faim. Enfin là, faut imaginer 10 000 ans en arrière. Hein. Quand on voit quelqu'un qu'on aime, ben pareil, on est là, super quoi. Enfin ça, c'est le dopamine rush. Heu, autre chose, enfin quand on reçoit un cadeau, quand on l'ouvre, d'abord c'est le cortisol, c'est un peu de stress. Et après on ouvre, boum, dopamine rush. Enfin si on aime bien le cadeau. Après si c'est un mauvais cadeau, bah, mini dopamine rush et après ça déception directe. Mais mais en gros, ce qui se passe avec la dopamine, c'est vraiment, une substance chimique que votre cerveau s'envoie à lui-même, entre parenthèses, qui vous donne une belle sensation. C'est ce que vous voyez quand vous scrollez TikTok, par exemple, qui est super populaire maintenant. Il y a une vidéo de 7 secondes, je crois, ou 30, ou je ne sais plus. Après, ça enchaîne sur une deuxième, sur une troisième, mais on ne s'arrête pas parce qu'on cherche le nouveau truc. Ça devient, en fait, la recherche de nouveaux trucs, c'est l'addiction que fait la dopamine. C'est vraiment ça. On est toujours à la recherche de nouveaux trucs. Et aujourd'hui, en fait, il y a tellement de trucs exceptionnels sur les réseaux sociaux qu'on est addict à l'extraordinaire. Enfin, si on voit un truc, enfin, il est très bien, hein, mais comparé à un dunk de Jordan, enfin, j'ai pas d'autres exemples là en tête, c'est pas fou, mais on s'est habitué à voir des choses extraordinaires sur les réseaux sociaux, ce qui fait que on est addict à ça, plus à des trucs nouveaux. Donc du coup, on est tout le temps en train de chercher parce qu'on sait que quelque part, il y a forcément quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Donc là, on est en manque de dopamine. Et dès qu'on la trouve, boum, dopamine rush. Vu que ça dure maintenant que 7 à 30 secondes, on commence tout de suite à chercher de nouveaux trucs. Et vu qu'en plus, les algorithmes de recommandation commencent à nous connaître mieux qu'on nous connaît, qu'on se connaît nous-mêmes, voilà, enfin, c'est le combo parfait pour laisser quelqu'un, enfin, pour rendre quelqu'un addict à son téléphone, quoi. Penses-tu que ces sursollicitations peuvent avoir un effet sur la santé sur le long terme? Alors, en fait, il y a le sommeil, ça fait enfin, ça touche violemment le sommeil. C'est-à-dire que normalement, ce qui se passe, c'est enfin, biologiquement, on va dire, on est calé à ralentir quand le soleil se couche. Donc, le métabolisme, il ralentit. Donc, la circulation du sang ralentit. Donc, on devient un peu, on passe dans un mode qui s'appelle le repos et la relaxation, je crois, la traduction. Et du coup, ça fait qu'on ralentit et enfin, c'est la même chose après manger, par exemple. C'est on mange, là, on veut se poser. C'est le coup de barre qu'on a à 15 heures, à 14 heures. C'est ça, en fait. C'est le mode, enfin, c'est un mode vraiment qui est généré par le mouvement du sang dans le corps qui fait que on est en digestion, donc tranquille. Le soir, ce qui se passe, c'est OK, maintenant on a fait notre journée, on a bien mangé. Maintenant, il va falloir travailler un petit peu à comment dire, réinitialiser le système un peu. C'est comme un vidange d'une voiture, sauf que nous, normalement, on est censé le faire un petit peu tous les soirs. C'est dans la vidéo qu'il y a eu avant, il y avait le changement des cellules qui se renouvellent tous les 7 ans au total, et que celle de la langue, par exemple, tous les 10 jours. Bon, en fait, le renouvellement de ces cellules, ça se fait le soir, ça se fait pas la journée. Et le truc, c'est que normalement, ce qui se passe, c'est que dans la journée, nos cerveaux, ils sont stimulés naturellement, c'est-à-dire que, pareil, 10 000 ans en avant, en arrière, nos arrière-grands-parents partaient chasser, chercher des fruits, etc. Donc, ils étaient stimulés toute la journée. En fait, le soir, normalement, ils cherchent un coin tranquille où il n'y a pas de tigre pour dormir. Donc là, normalement, il y a moins de stimulation. Sauf cas de danger. Quand il y a un danger, là, il commence à être plus actif. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
dans la journée, ça va, mais quand on regarde nos téléphones le soir, bah, le cerveau est stimulé et là, il sait pas trop si c'est un danger. Il sait juste que c'est une stimulation. Donc il sait pas que c'est juste un post, Instagram. Il pense que c'est un tigre. Enfin, pour lui, un post Instagram et un tigre, c'est la même chose. Donc en fait, le cerveau, il est là en mode: «Oh, faut pas que je dorme», en fait. Je suis stimulé, il faut pas que je dorme et tu rajoutes à ça la lumière bleue qui est la même que la lumière du soleil, enfin même effet. Donc ton cerveau, il comprend rien, il est là, il dit: «Attends, d'abord il y a un tigre, en plus, bah, c'est la journée en fait, donc je suis pas du tout censé dormir, donc on dort pas» et donc voilà et c'est pour ça qu'on et du coup, bah, on n'a pas sommeil, donc on passe encore plus de temps sur le téléphone et donc on dort pas et voilà et du coup, ça s'enchaîne et le temps qu'on éteint, la machine, heu, bah, ça prend 2 à 3 heures. Si on se couche à minuit et qu'on regarde un peu le téléphone, bah, on se couche pas avant 1, 2, 3 heures après. Et du coup, ça, c'était le problème. Juste la solution, c'est arrêter de regarder vos téléphones 1 heure avant. Prenez un bouquin ou parlez avec, votre famille ou je sais pas, mais touchez pas à un écran bleu, en gros. Pourquoi le fait de regarder le téléphone stimule notre cerveau et nous empêche de dormir et à la différence, lire un livre fait l'effet inverse? Très bien. Alors, la question, elle est excellente. C'est que, bah, en fait, quand on lit un livre, on lit phrase par phrase et on imagine en même temps et des fois, bah, notre cerveau, il part ailleurs, il peut partir ailleurs. Sur un post Insta ou TikTok et cetera, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement d'informations que ça occupe toute notre, espace d'attention et que du coup, le cerveau, il est vachement plus stimulé par un post, sur les réseaux sociaux ou une vidéo que par des phrases qu'on lit une par une sur un bouquin et puis quand on imagine, ça va en général, c'est agréable. Après, ça dépend de ce qu'on lit, mais en général, voilà, c'est pas une expérience, ça prend pas beaucoup d'efforts, on va dire. On lit et puis notre cerveau, il s'est habitué à imaginer ce qu'on lit des fois ou alors juste interpréter les mots, quoi. Donc il y a 2 éléments, du coup, je résume, lumière bleue et bah, une overdose d'informations dans les réseaux sociaux ou les vidéos et bah, très peu d'informations sur, les feuilles, ce qui fait enfin, sur les bouquins, ce qui fait que notre cerveau, il arrive à ralentir. Et voilà, ainsi s'achève notre 4e épisode de la saison 1 des TEDx Conversations. Nous souhaitons tout d'abord remercier Nabil Alouani pour avoir accepté d'échanger avec nous sur son sujet. Nous espérons bien sûr que cet épisode vous aura plu. C'est cependant le 4e et le dernier épisode des TEDx Conversations, saison 1. Effectivement, nous remercions donc le public de nous avoir accompagnés lors de ces enregistrements et on se retrouve bientôt, très bientôt, pour une saison 2 avec toujours plus d'invités, toujours plus de débats et toujours plus de partage d'idées. Merci à vous.